Ah, les aurores boréales. Ce phénomène incroyable qui produit des lumières magnifiques que l'on a tous rêvé de voir au moins une fois dans sa vie. Qui n'a jamais eu envie de partir en Islande, en Norvège ou en Suède rien que pour voir ce spectacle magnifique? Et pourtant, certaines fois, il n'y a pas besoin de se déplacer très loin puisque ces lumières peuvent être visibles en France. Oui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte du coup sur les aurores boréales. Vous savez, sur mes réseaux, j'aime beaucoup partager toute cette science autour des aurores boréales et notamment vous avertir lorsqu'il y a une possibilité de voir des aurores. Je surveille beaucoup l'activité solaire du coup pour vous tenir au courant. Et bien évidemment, à chaque fois, les mêmes questions reviennent. Comment on fait pour surveiller? Quels paramètres doit-on connaître pour savoir s'il peut y avoir des aurores boréales en France, etc. Surtout depuis les épisodes, vous savez, du 11 mai, du 10 octobre et même du 1er janvier 2025, très récemment, où des aurores boréales pouvaient être vues depuis une très grande partie de la France, et je vous mets d'ailleurs quelques photographies que j'avais moi-même pris avec mon smartphone seulement, donc c'est assez incroyable de voir ce genre de choses. Et l'activité solaire, eh ben, elle continue d'être dans son pic d'intensité jusqu'en 2026, et donc ça veut dire qu'il est possible qu'il y ait d'autres épisodes comme ça. Et donc, je trouvais ça intéressant de vous faire un format long pour vous expliquer clairement comment vous pouvez surveiller les paramètres et prévoir de vous-même les aurores boréales. Comme ça, après ça, vous êtes de vrais experts des aurores boréales. Déjà, pour vous le sachiez, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, le plus difficile, pour que des aurores boréales soient visibles jusqu'en France, il faut que tous ces paramètres s'alignent correctement. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que si on a un paramètre qui n'est pas bon, pas de chance d'en voir. Donc c'est parti, je vais vous les citer, vous les expliquer. Mais déjà, avant toute chose, pour trouver ces paramètres et les surveiller, donc surveiller l'activité solaire, eh bien, il existe des sites ou des applications smartphone. Moi, j'ai l'habitude de surveiller l'activité solaire, donc les éruptions solaires, les éjections de masse coronale, c'est ces éjections de particules qui arrivent jusqu'à la Terre et qui du coup créent les aurores boréales sur Terre. Tout ça, je le fais depuis un site qui s'appelle Space Weather. Je vous mets le lien en description. Et interdit de vous moquer de mon accent anglais. Space Weather. Bref, ce site est super complet, c'est celui que j'utilise et donc je ne peux que vous conseiller d'aller dessus en même temps que vous regardez cette vidéo par exemple, parce que je vais vous décrire petit à petit tous les paramètres qui sont indiqués. On commence par l'indice KP. Ah ça, le KP, j'en entends beaucoup parler. C'est vrai que beaucoup ne jurent que par le KP alors que c'est loin d'être le paramètre le plus important. Le KP, ça mesure l'intensité de la tempête géomagnétique sur Terre. Ces valeurs vont de 0 pour une activité aurorale inexistante jusqu'à 9 pour une activité extrême comme on a eu en mai. Le problème de ce paramètre, comme il est indiqué sur Space Weather ou Aurora, eh bien c'est qu'il s'agit d'une moyenne sur toute la Terre, de tous les magnétomètres, c'est-à-dire les instruments qui mesurent l'intensité du champ magnétique. Donc ça ne reflète pas vraiment la réalité à votre endroit, à vous. Surtout, c'est une moyenne sur plusieurs heures et il est actualisé généralement toutes les 3 heures. Alors vous avez des applications qui vous donnent en temps réel, mais pareil, c'est une estimation, c'est une moyenne sur tous les magnétomètres, donc ça ne veut pas dire grand-chose par rapport à votre endroit à vous. Le paramètre le plus important, et j'insiste là-dessus, vraiment, il faut que vous compreniez ce paramètre, c'est le BZ. Vous allez voir par exemple sur Space Weather, quand vous allez dans activité aurorale, vous avez ce paramètre qui apparaît un peu plus bas. Ce paramètre correspond à l'orientation Z du champ magnétique interplanétaire. Alors, l'orientation Z, pour vous expliquer, vous savez, vous avez un plan comme dans le coin d'une pièce, X, Y, Z, longueur, largeur, hauteur. Donc nous, on prend la hauteur, en fait, très vulgarisé. Ce BZ, c'est donc l'orientation du champ magnétique qui se situe entre la Terre et le Soleil, et précisément dans les vents solaires, par exemple. Il peut être orienté nord ou sud. Lorsqu'il est orienté nord, le BZ a des valeurs positives. Lorsqu'il est orienté sud, il a des valeurs négatives. Le champ magnétique terrestre est constamment orienté nord. Ça veut dire quoi? Lorsque les vents solaires arrivent sur Terre avec un champ magnétique orienté au nord, vous savez, si vous mettez deux aimants de la même charge, nord-nord, ils vont se repousser. Donc si le BZ est positif, c'est-à-dire orienté nord, eh bien le champ magnétique terrestre et le champ magnétique interplanétaire vont se repousser, ce qui veut dire que l'activité aurorale a très peu de chances de se développer. Il faut donc impérativement un BZ négatif, donc orienté au sud. Parce que si maintenant vous mettez deux aimants nord et sud, ils s'attirent. C'est exactement ce qui se passe avec les vents solaires et la Terre. Si les vents solaires ont un BZ orienté au sud, la Terre a un champ magnétique orienté nord, et bien ça va faciliter l'entrée des particules dans la magnétosphère terrestre. Donc l'élément le plus important pour voir des aurores boréales, et particulièrement en France, il faut un BZ négatif, ça c'est primordial. Maintenant au niveau des valeurs, du moment qu'il est négatif, c'est déjà une bonne nouvelle. Dès qu'il est positif, c'est mort. Maintenant, j'ai envie de vous dire, le plus négatif il est, je sais pas si ça se dit, le mieux c'est. Généralement, un BZ en dessous de -10 nanotesla, NT, c'est déjà
très bien. Par exemple, le 10 octobre dernier, on avait un BZ à moins 30 voire moins 40 NT, ce qui est extrême. Le BZ, malheureusement, on ne peut pas le prédire. C'est quelque chose qui est mesuré sur l'instant. Donc, c'est très important de vérifier, vous, la valeur du BZ sur le moment, parce que ça va vous donner une idée de combien de temps vont durer les aurores que vous êtes en train de voir. Lorsque vous voyez le BZ changer subitement au nord, eh bien dites-vous qu'il reste peu de temps avant que les aurores boréales disparaissent. Voilà pour le BZ, comme je vous le disais, c'est le paramètre le plus important. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous remettre en boucle la vidéo pour bien comprendre. Et maintenant, on passe au BT. Le BT, en gros, c'est simplement la force du champ magnétique et donc des vents solaires qui sont envoyés vers la Terre. Le BT est exprimé en nanotesla, donc en NT, et la valeur moyenne de la force du champ magnétique interplanétaire, elle est aux alentours de 5 nanotesla. Quand ça commence à dépasser 10 nanotesla, eh bien ça devient intéressant. Là aussi, plus ça va dans les élevés et mieux c'est. Avec une valeur BT par exemple de 20 NT, eh bien là, il peut y avoir potentiellement une activité aurorale. Pour résumer, vous devez coupler déjà ces deux paramètres, le BT et le BZ. Donc le BT doit avoir une valeur assez élevée, au-dessus de 10 NT, et le BZ une valeur négative primordiale, et le plus négatif possible. Maintenant, sur les sites comme Space Weather, vous pouvez voir d'autres paramètres comme la vitesse des vents solaires. C'est aussi une indication moins importante, mais tout de même, d'une activité aurorale. Plus les vents ont une vitesse élevée, plus les particules vont rentrer rapidement dans l'atmosphère et donc potentiellement engendrer des chocs avec l'atmosphère et donc des aurores boréales. Donc une valeur de vitesse des vents au-dessus de 500 km par seconde est déjà une bonne valeur et comme d'habitude, plus c'est élevé, mieux c'est. Quand on atteint 700 km par seconde, c'est une très bonne indication d'activité aurorale. Et là encore, je fais mon petit résumé. Vitesse de vent élevée, BT élevé, BZ négatif. Et là, je fais une petite pause dans la vidéo pour en revenir au KP. Lorsque vous avez par exemple l'ensemble de ces paramètres, BT, BZ et vitesse des vents qui vous donnent de bonnes valeurs sur le moment, le KP lui peut être à 2, 3 et vous dire bah non, il n'y a pas d'activité. Et c'est ce que je disais, c'est parce que le KP ne s'est pas encore actualisé. Si vous voyez sur le moment des valeurs de l'ensemble de ces paramètres qui sont prometteuses, et ben foncez, sortez et vérifiez par vous-même. Ne vous fiez pas qu'au KP parce que le KP il va mettre du temps à s'actualiser. Et des fois un épisode auroral ça dure que quelques minutes. Donc le temps que le KP s'actualise, vous avez manqué l'épisode. Avec la vitesse des vents solaires, on trouve aussi la densité des vents solaires. La densité, c'est simplement la quantité de particules chargées que l'on retrouve dans un espace confiné de ces vents solaires, généralement dans 1 cm3, c'est comme ça qu'on l'exprime. Plus il y a de particules chargées et plus l'activité aurorale est probable. Pour la densité, c'est pareil, il faut des valeurs les plus élevées possibles. Là encore, c'est difficile de vous donner une valeur précise, mais sur les sites comme Space Weather, vous avez des codes couleurs aussi. Lorsque c'est vert, c'est pas terrible, c'est même normal. Orange, ça devient intéressant. Et rouge, là, c'est prometteur. Mais dans un sens, si on peut supprimer un paramètre parmi tous, ça peut être celui-ci. Alors, pas le supprimer totalement, mais ce que je veux dire, c'est que si tous les autres paramètres se combinent bien et que vous avez une densité relativement faible, c'est pas grave, ça vaut quand même le coup d'aller dehors parce que si le BZ est orienté très au sud avec une vitesse des vents élevée et une force élevée, ben il y a quand même des chances de voir des aurores boréales même si les vents ne sont pas très denses. Retenez bien en fait que c'est simplement un facteur qui favorise. Et enfin le dernier paramètre important à prendre en compte s'appelle la puissance hémisphérique. La puissance hémisphérique, c'est un dépôt d'énergie qui est calculé en gigawatts dans l'ovale auroral. L'ovale auroral, c'est là où se situent les aurores, donc ça entoure les pôles de la Terre, où les aurores boréales ont une probabilité d'être présentes. Et généralement, cet ovale auroral est très concentré autour des pôles, mais si l'activité géomagnétique augmente, eh ben, cet ovale auroral va petit à petit descendre vers des latitudes plus basses, et c'est comme ça qu'on peut voir des aurores boréales en France. La puissance hémisphérique, c'est simple. Pour des valeurs en dessous de 50 gigawatts, on est dans le vert, orange, c'est-à-dire que c'est pas terrible. Mais pour voir des aurores boréales en France, il faut que ça dépasse 100 gigawatts. Et voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. Je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais au moins, maintenant, vous êtes de vrais expertes et experts en prévision d'aurores boréales. Encore une fois, n'hésitez pas à reboucler sur la vidéo si jamais il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre du premier coup. C'est tout à fait normal. C'est une science, vraiment, j'insiste, elle est très difficile. On joue avec des paramètres qui ne peuvent être mesurés que sur le moment pour la plupart d'entre eux. C'est pour ça qu'on met des satellites un peu plus loin de la Terre pour déjà capter des valeurs, par exemple du BZ à 1 heure de la Terre et ainsi les prévoir sur Terre. Mais au-delà de ça, on dispose pas de grand-chose. J'ai beaucoup de questions, par exemple, qui me disent où est-ce qu'on peut les voir en France ? Ça, c'est à chaque fois sur le moment, je peux pas vous dire en fait. Sortez, photographiez vers le nord et regardez si vous en avez. En fait, il y a une règle d'or pour les aurores boréales. Plus on est au nord et plus on a de chances d'en voir, forcément. Moi, j'habite
aux alentours de Nice, dans le sud-est. Je suis vraiment au sud de la France. Pour autant, j'en ai déjà vu. Donc, mon conseil, quand vous voyez des paramètres qui sont prometteurs selon vous, sortez, photographiez en direction du nord. Les aurores boréales ne viendront toujours que par le nord. Et voyez si vous avez quelque chose sur votre écran. Et vraiment, essayez avec votre smartphone même. Je rappelle, les photos que j'ai prises, moi, c'était avec mon smartphone. Donc, pas besoin d'appareil vraiment de grosse qualité. Aujourd'hui, la plupart des téléphones font de belles choses en mode nuit. C'est important de mettre un temps d'exposition sur votre téléphone, généralement 10 secondes. Et donc, pendant 10 secondes, il va capter toute la lumière qu'il reçoit du ciel. Bien, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que du coup, vous en avez appris dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à interagir entre vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bon ciel à tous. Ciao tout le monde.